je voudrais, avant de commencer, remercier chaleureusement les organisatoristes du colloque pour tous leurs efforts. C'est vraiment un événement très intéressant. Les présentations sont super pertinentes, puis je suis vraiment contente de la chance que j'ai aujourd'hui de pouvoir vous parler. Comme vous voyez, j'ai un peu changé mon titre. Donc, le titre de ma présentation sera plutôt Corps et récit, double et dualité, cohérence thématique et narrative dans la 8e partie de JoJo's Bizarre Adventure. Donc, avant de commencer, je voudrais juste faire un avertissement et un petit rappel. Les scans du manga sont extraits de la traduction non officielle parce qu'elle était de meilleure qualité que la traduction française disponible. Et les dialogues dans un manga se lisent de droite à gauche, contrairement à une bande dessinée. Puis peut-être aussi un petit avertissement au cas où ça puisse déranger certaines personnes. Il y a des images de blessures et de sang dans ma présentation, donc juste pour avertir. Donc, JoJo's Bizarre Adventure est un manga et un animé écrit et produit par Hirohiko Araki depuis 1987. C'est un manga qui comporte 8 parties qui ont des styles visuels et narratifs différents, mais les parties sont reliées les unes aux autres par des protagonistes qui partagent un lien de sang et la présence continue de mécaniques surnaturelles similaires mais changeantes d'une partie à l'autre. C'est un manga qui a laissé une marque relativement profonde sur l'esthétique visuelle, sonore et narrative du shonen, qui est reconnu surtout pour son excentricité et son éclectisme assumé. Chronologiquement, la série se répartit sur 2 axes temporels. Le premier avec les parties 1 à 6, qui vont des années 1880 à 2011, et le deuxième avec les parties 7 et 8, qui vont de 1890 à 2011 également. La 7e et la 8e partie qui forment cette deuxième ligne du temps sont reliées à la première par un imaginaire commun, un univers semblable, mais aussi des rappels très concrets d'une partie à l'autre. Par exemple, les protagonistes de la partie 1 et de la partie 7 s'appellent tous les deux Jonathan Joestar, même s'ils sont des personnages très différents. Dans JoJo's Bizarre Adventure, on assiste donc à la création d'un système transfictionnel qui se construit graduellement d'une partie à l'autre, chaque partie se construisant à partir des précédentes. Un des concepts les plus centraux dans la série est le concept de stand. Un stand est une manifestation physique de l'énergie vitale des personnes qui prend généralement une forme corporelle humanoïde ou animale et qui est physiquement séparée mais intimement reliée au corps de l'utilisatrice. Chaque stand possède un pouvoir unique, par exemple arrêter le temps, guérir des blessures, faire pousser des plantes, etc. Avec les stands, avec les 2 axes temporels et les répétitions d'une partie à l'autre, on comprend que le thème du double et de la dualité est très important dans la série. Par double ou dualité, j'entendrai aujourd'hui, pour la dualité, 2 choses hétérogènes qui sont amenées à former un tout homogène, et pour le double, le redoublement ou la répétition à l'identique ou en miroir. Jojo Lion, qui est la 8e partie, comporte cette dualité qu'on vient de nommer par les stands, les axes temporels et les répétitions, mais la dualité et le double sont incarnés dans le corps des personnages et dans le fonctionnement narratif du récit. L'hypothèse que j'entends vous soumettre aujourd'hui est que la nature double des corps dans Jojo Lion se reflète dans la structure du récit et oblige le lectorat à reconstituer le récit de la même façon que le personnage principal du récit doit se reconstituer une identité propre à travers son corps. L'hypothèse que j'entends soumettre pourrait évidemment changer parce que Jojo Lion n'est pas terminée, mais sa fin est assez proche pour que je me sente relativement confiante dans cette hypothèse. En ce qui concerne le corps, la manifestation la plus évidente de la dualité est probablement celui du personnage principal. En premier lieu, celui-ci partage son nom avec le protagoniste de la 4e partie de JoJo's Bizarre Adventure. Les 2 personnages s'appellent Josuke Higashikata. De plus, le stand du Josuke Higashikata de la partie 8 s'appelle Soft and Wet, un nom composé de 2 adjectifs, tandis que les autres stands, comme celui du Josuke de la partie 4, qui s'appelle Crazy Diamond, comportent généralement plutôt un nom et un adjectif, voire un nom tout seul. Par exemple, Tusk dans la partie 7 ou Ecos dans la partie 4. Ce qui signale déjà une certaine dualité du personnage de par son nom formé de 2 adjectifs. Ensuite, le corps de ce personnage, Josuke Higashikata dans la partie 8, est issu de la fusion du corps de 2 autres personnes, qui s'appellent Yoshikage Kira et Josefumi Kujo. Ces noms ne sont pas très
ne sont pas particulièrement inintéressants, en fait, parce que Yoshikage Kira est la répétition du nom d'un personnage de la 4e partie, qui est un tueur en série dans cette partie de JoJo. Kira étant la prononciation japonaise de l'anglais killer. Quant à Josefumi Kujo, son nom de famille est le même que celui de Jotaro Kujo, qui est un autre personnage très important dans les parties 3 à 6 du manga et qui joue généralement le rôle de héros. On a donc ici un signe transtextuel fort d'une ambiguïté du personnage de Josuke qui incarne à la fois ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de mauvais dans JoJo's Bizarre Adventure. Le caractère composite du personnage principal le mène à vivre une sorte de crise existentielle. Au début du récit, il est trouvé à moitié enterré sur une plage comme un mort et il est trouvé aussi nu. Il se réveille sans aucun souvenir, sans même un nom. Et son nom lui est donné plus tard par la personne qui l'a trouvé et sa famille adoptive. Il est donc complètement dépourvu d'une identité au début du récit, sauf pour le chapeau de marin qu'il porte à ce moment-là. Sa quête identitaire devient donc un fil conducteur très important, mais pas unique, dans JoJo Lion. Et la représentation visuelle, en particulier dans la version colorisée officielle du manga, insiste très fortement sur cette dualité corporelle. Le phénomène de la création du corps de Josuke est identifié comme étant un échange équivalent. C'est un terme qui revient plusieurs fois dans JoJo Lion pour désigner des phénomènes souvent semblables, mais parfois un peu différents. Le phénomène d'échange équivalent est expliqué à Josuke par un personnage qui s'appelle Kanijima. Elle explique que c'est à cause du sol sous un arbre particulier du verger de la famille Higashikata, et j'y reviendrai, que ce phénomène s'est produit. Elle en fait la démonstration avec 2 agrumes qui, après avoir été enterrés ensemble, voient leurs parties mélangées et montrent le résultat de ce mélange à Josuke pour expliquer ce qui s'est passé avec son corps. La réaction de Josuke, soulignée par la forme et la taille des bulles de texte, les onomatopées en couleur inversée et les lignes verticales d'intensité, montrent bien l'intensité de la crise existentielle qui en résulte. Il éprouve un désarroi profond de constater qu'il n'a aucun souvenir parce qu'être 2 personnes à la fois, c'est n'être personne en même temps. Un peu au contraire du personnage de Josuke, se trouve l'antagoniste principal du récit, Toru. Alors que Josuke est 2 personnes qui viennent en former qu'une seule, Toru se sert de son stand pour assumer 2 identités en même temps. Toru lui-même est un étudiant en médecine, auxiliaire à l'hôpital de Morio. Son stand, appelé Wonder of You, incarne Akefu Satoru, directeur de l'hôpital, âgé de 89 ans. De plus, Toru n'est pas un être humain. Il est représentant d'une espèce appelée Iwaningen, expression que l'on peut traduire par homme-roche ou homme-roc. Les Iwaningen sont une espèce humanoïde. Ils peuvent se transformer en pierre et dorment alors pendant plusieurs mois. Ils naissent et grandissent hors de la société humaine et s'y intègrent mal à cause de leur transformation en pierre. Ils vivent très longtemps, ils ont toujours l'air jeunes. Et ils sont une forme de vie à base de silicone par opposition au carbone, qui est la base sur laquelle sont les êtres humains. Les êtres à base de silicone sont présentés comme étant une sorte de plan B pour l'existence, au cas où les êtres à base de carbone échouent à populer la Terre. Toru est donc une instance de redoublement, non seulement parce que son stand lui permet d'incarner 2 personnes à la fois, mais aussi parce qu'il est représentant d'une espèce qui redouble le rôle des êtres humains sur Terre. Les Iwaningen, qui naissent hors de la société humaine, se retrouvent aussi un peu comme Josuke, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'identité propre et pas de nom, et doivent souvent voler l'identité d'une autre personne pour se faire une place dans la société. Il y a donc une certaine similarité entre l'état de l'antagoniste et du protagoniste, parce que les 2 doivent se construire une identité par diverses stratégies. En ce qui concerne la dynamique narrative, JoJo's Bizarre Adventure appartient au genre du shonen. Et selon les propos de l'auteur lui-même, ce genre se construit à partir de la nature de ses personnages. Il dit dans son livre Manga in Theory and Practice, "Well, as long as I have a fleshed out character with clear motives, the Kiisho Tenketsu, introduction, development, twist, resolution, structure in place, I can put the character in that situation and naturally follow what their behavior would be. If you have the setting and the characters in order, you can leave the rest to them." Or, la nature du personnage pose problème dans JoJo Lion.
Josuke a une identité à construire et il doit faire des choix pour y parvenir. D'un côté, il y a les deux personnes dont le corps ont formé le sien, Yoshikage Kira et Josefumi Kujo. Ces deux personnages, avant le début du récit, veulent utiliser un fruit aux propriétés surnaturelles, le Lokakaka, pour guérir la mère de Yoshikage, atteinte d'une maladie dégénérative qui ressemble à l'Alzheimer. De l'autre côté, il y a la famille adoptive de Josuke, les Higashikata, qui sont trop prises avec une malédiction qui touche tous les enfants aînés mâles de leur famille. Ceux-ci se transforment en pierre à l'âge de 10 ans. Et le moyen d'empêcher la maladie est le sacrifice d'un autre membre de la famille par le moyen d'un échange équivalent. À ce moment, la maladie se transfère de la personne atteinte à l'adulte qui s'offre en sacrifice. Yoshikage, Josefumi et la famille Higashikata pensent pouvoir utiliser le Lokakaka pour guérir leur famille. Les maladies sont dites comme étant similaires. Norisuke Higashikata dit qu'il s'agit d'un destin commun qui unit la famille Kira et la famille Higashikata, ce qui est une autre instance de redoublement. Pourtant, il semble impossible que les deux familles soient guéries. Quand Josuke choisit d'aider la mère de Yoshikage, la famille Higashikata le traite comme un ennemi. Avant ce choix, une position ambiguë est maintenue très longtemps dans le manga. Josuke, à la recherche de son identité originale, en trouvant qui étaient Yoshikage et Josefumi, demande de l'aide aux Higashikata. Et les Higashikata l'aident en pensant qu'il va pouvoir les aider en retour. Le récit de Jojo Lion comporte aussi de nombreuses incohérences. Ces incohérences ne sont pas uniques à Jojo Lion, mais dans Jojo Lion, elles touchent des points majeurs du récit et fonctionnent surtout sur le mode du redoublement. Ici, je ne chercherai pas à dire s'il s'agit de processus délibérés ou non. Je vais plutôt observer et interpréter avec vous dans quelle position ces éléments placent le lectorat. L'incohérence la plus évidente concerne sans aucun doute la création du corps de Josuke. Les deux agrumes de Ken Nijimura qu'on avait évoqués plus tôt nous apprenaient qu'il s'agissait d'une propriété du sol sous un arbre particulier du verger des Higashikata. Plus tard, cette propriété est expliquée comme étant la propriété d'un nouveau type de Lokakaka. Ce type de Lokakaka, lorsque deux personnes en mangent, permet d'échanger les parties de leur corps. Ce nouveau type de Lokakaka est issu d'un processus de greffe d'une branche de Lokakaka sur un arbre du verger des Higashikata. On a donc un deuxième niveau d'incohérence sur cet enjeu. Le nouveau Lokakaka étant ce qui permet l'échange équivalent, d'où vient cette propriété? Pourquoi la greffe sur l'arbre du verger des Higashikata a-t-elle changé les propriétés originales du Lokakaka? Ce qu'il faut savoir, c'est que quelques mois avant le début du récit, il y a eu un tremblement de terre à Morio et d'étranges protubérances sont apparues dans le sol, le long du verger des Higashikata et partout dans la ville de Morio. Ces protubérances dans le sol sont appelées les kabenome, expression que l'on peut traduire par yeux dans les murs. Jusqu'ici, on sait donc par l'intervention de Ken Nijimura que c'est le sol sous un arbre du verger des Higashikata qui serait porteur du pouvoir d'échange équivalent. Pourtant, c'est au kabenome que Josefumi attribue cette propriété. On a donc deux niveaux sur lesquels les propriétés des objets sont redoublées. Le moteur de la fusion des corps de Yoshikage et Josefumi pourrait être le Lokakaka ou le sol, car Josefumi a été trouvé enterré sous ce sol, ou les deux en même temps. Ce qui explique le pouvoir du Lokakaka pourrait être à la fois le sol lui-même et les kabenome. Rien ne suggère que ces explications redoublées soient mutuellement exclusives, mais elles apparaissent néanmoins relativement incongrues du point de vue du lectorat s'il remarque qu'il y a un tel redoublement. Ces incohérences ont en effet de fortes chances de passer inaperçues de par la longueur de Jojo Lion. Cette 8e partie est la plus longue de toutes les parties jusqu'à présent. Elle fait 26 volumes et elle n'est pas encore terminée. Les informations sont par ailleurs passablement espacées dans le manga, l'explication avec les agrumes apparaissant dans le volume 4 au chapitre 17 et la deuxième explication concernant le Lokakaka apparaissant au volume 13, chapitre 53, dans un flashback vers avant le début du récit. La temporalité dans le récit est passablement floue et se redouble elle-même par moments, laissant donc le soin au lectorat de faire des choix interprétatifs pour se créer une représentation cohérente des éléments clés du récit. Une autre incohérence similaire apparaît avec les stands. Les stands peuvent être acquis spontanément,
ou par le contact avec des objets surnaturels. Au début du récit, 3 personnages importants, dont Josuke, reçoivent des marques de morsure, et il est sous-entendu que pour au moins les 2 autres que Josuke, c'est la cause de l'apparition de leur stand. Or, Josuke possède déjà un stand parce que Yoshikage et Josefumi avaient tous les deux un stand. Aucune explication n'est donnée sur pourquoi il a reçu cette marque de morsure ou quel effet elle a eu. Si le récit de Jojo Lion se redouble, il s'oublie aussi parfois. Au début du récit, il n'est pas tout à fait clair si la famille Higashikata est alliée ou ennemie. Au début du récit, le chef de famille indique même vouloir tuer Josuke. Ceci au volume 2, chapitre 9. Pourtant, au volume 15, chapitre 59, ce même chef de famille met Josuke en contact avec un allié majeur pour l'aider à retrouver le nouveau Lokakaka. De plus, le récit est marqué par de nombreuses fausses pistes. Au début du récit, une marque est indiquée sur le corps de Yoshikage Kira, qui se trouve aussi dans la maison des Higashikata. Mais il ne mène qu'à un livre avec un arbre généalogique, sans qu'on explique pourquoi cette marque se trouve sur le corps de Yoshikage. Cet arbre généalogique explique néanmoins que la famille Higashikata et la famille Kira ont un ancêtre commun. Pourtant, la maladie de Holy Kira est dite comme plutôt reliée à des expériences infructueuses avec le Lokakaka qu'au lien de sang avec les Higashikata, même si elle fait aussi que le corps de Holy se transforme en pierre, ce qui est un autre redoublement d'explications. Donc, pour résumer, Josuke et de manière plus implicite, Toru ont des identités doubles et un corps problématique qui les poussent à se forger eux-mêmes des identités par les choix qu'ils font. Le récit de Jojo Lion est un récit trouble. Par ses thèmes, il place le personnage de Josuke dans une situation d'ambiguïté parce que les problèmes viennent en double, mais pas nécessairement les solutions. Et de par sa construction narrative, faite d'incohérences et de fausses pistes, il travaille le plus souvent par le thème du redoublement. Le lectorat est donc confronté à un récit complexe et comme le personnage principal, il doit faire des choix interprétatifs pour faire tenir ensemble le récit et reconstituer une image cohérente de l'imaginaire développé dans Jojo Lion. Le corps de Josuke, à mon sens, peut être lu comme une mise en abîme de l'acte de lecture dans cette 8e partie de Jojo's Bizarre Adventure. L'intrigue de Jojo Lion comporte une complexité narrative que je n'ai fait qu'effleurer ici, mais qui témoigne néanmoins que l'esthétique narrative dans Jojo's Bizarre Adventure vit des changements profonds entre la partie 1 et la partie 8. À propos de la partie 1, Araki indique « With Jonathan, le héros de la partie 1, and Dio, l'antagoniste de la partie 1, I based the characters of the duality between light and shadow and used black and white contrasts in my drawing to set them apart. » Les modèles sont donc plutôt manichéens, basés sur une opposition terme à terme entre le héros et son ennemi. La dualité de Josuke, incarnant à la fois le héros et son contraire, montre que le personnage principal n'est plus univoque, ce qui empêche une opposition tranchée comme dans la partie 1. Enfin, l'enjeu du corps en général, son contrôle, son intégrité, son identité, ses transformations, sont un thème récurrent qui travaille dans toute la série. Il marque aussi le style visuel de Jojo's Bizarre Adventure, qui a laissé une empreinte majeure dans son imaginaire. Les corps sont stylisés, souvent en déséquilibre, à la limite du possible, autant d'aspects que j'aimerais pouvoir étudier éventuellement. Merci beaucoup.